Ça va continuer d'arriver. Voilà, merci Pierre. Je te laisse la main. Hello everybody, my name is Pierre Benayoun and I'm French. Ça va être long. Non, vous inquiétez pas, je vais vous le faire en français. On va parler donc aujourd'hui de développement logiciel, mythe et réalité. Alors, avant toute chose, je remercie Alban, bien évidemment, et David, avec qui j'ai collaboré rapidement chez Weblib, qui n'est pas là aujourd'hui, qui m'a proposé de faire ce talk. Alors, on va commencer par parler d'un de mes sujets de discussion préférés, moi-même. Je suis ingénieur informatique à Bordeaux depuis 2001, ça fait plus de 20 ans maintenant. Alors, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas développé Doom en 4e. Je sais beaucoup de développeurs dans leurs conférences ou leurs articles de Medium annoncent de manière modeste ou faussement modeste qui développent en informatique depuis tout petit, qu'ils ont fait leur premier site web en école primaire. Non, moi, au lycée, je voulais faire du skateboard et en école d'ingénieur, je pensais surtout aux soirées infirmières. Donc, j'ai un parcours assez classique. Alors, j'ai travaillé pour des grands comptes directement ou indirectement, Thales, Google, Sony, Cdiscount, Deezer, par exemple, mais pas que. J'ai aussi essayé de faire one-man startup en coopérative. Déjà, le concept est assez rigolo. Startup en tout seul et en coopérative, sachant que le monde des startups et des coopératives ne sont pas exactement les mêmes. Et j'ai gagné la royale somme de 274 € sur différentes applis Android. Donc voilà. C'est pour ça que je suis devant vous et non pas un TEDx avec Elon Musk. J'ai fait dev, chef de projet à l'ancienne. J'ai fait du conseil produit, notamment grâce à Google qui avait fait un Launchpad. Et actuellement, je suis lead tech. Alors, je ne suis pas un codeur. Hein. Je ne suis pas du genre à coder, à recoder le week-end, coder au travail. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est apporter de la valeur et je suis du genre à poser 1000 questions et à me poser 1000 questions pour avancer là-dessus. D'ailleurs, je vous remercie parce que cette conférence, j'aime bien faire des conférences, notamment parce que ça permet de jouer au Tetris avec les 1000 idées que j'ai dans ma tête et de les mettre au clair. Actuellement, je suis Android chez Weblib et on a commencé un processus d'amélioration du dev. On a commencé sur la veille techno. J'ai déjà des choses à vous dire en pratique là-dessus. Et on avance petit à petit là-dessus aussi. Et je suis fan de rouge. Donc, le rouge, on a Bordeaux, le meilleur rouge du monde. Donc, une seule chose à retenir de cette conférence, si vous ne savez pas quoi prendre, prenez du grave. On n'est jamais déçu par du grave. Fan de Liverpool Football Club. Et pas que en ces moments de campagne présidentielle. Préambule. Il y avait 102 slides il y a 2 jours. Donc je m'excuse par avance s'il y a 2-3 incohérences, que ça ne coule pas hyper bien. Il n'y en a plus que 60. Ça va aller, normalement, ça tient en 40 minutes. C'est subjectif et systémique. Subjectif, c'est mon point de vue de gars de 45 ans. Quelqu'un qui aurait vécu exactement la même chose que moi n'aurait pas eu le même point de vue. Ça reste un point de vue. Et à l'inverse, j'aurais vécu d'autres expériences, je n'aurais pas exactement ce point de vue. Je ne vous dis pas la vérité vraie, mais un point de vue qui vaut ce qu'il vaut. Qui est un éclairage. Et c'est systémique, je parle essentiellement de système. Je vais peut-être enchaîner à des moments contre les gens du produit ou la pression qu'on peut avoir, mais ce n'est pas contre des personnes en particulier, c'est sur des systèmes. Si les développeurs ont des relations comme ça avec les gens du produit, c'est le système qui fait ça, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas sympas. Je vais schématiser. Alors, il y a moins d'expérience, moins d'anecdotes que prévu. Autrement, on en aurait eu pour 50 heures. Mais quelquefois, je vous parlais d'anecdotes. En général, les anecdotes, c'est plutôt un best-of de 3 expériences complexes où je prendrai des heures à tout vous expliquer. Et là, je vous fais des punchlines sur une anecdote. Donc, voilà. Hop là. Voilà, les gens du produit sont très gentils. Je viens de voir la discussion. Pas de code. Alors, pas une seule ligne de code, mais ça reste une vision de dev. Hein. Les devs qui trouvent les gens du produit méchants alors qu'ils sont gentils. Vision mobile, je suis développeur Android depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai fait du web et autre chose. Donc, je vais avoir une vision quand même qui est très formatée par l'état d'esprit Android. Même si actuellement, par exemple, on travaille avec d'autres lead tech qui sont dans le web ou même sur du serveur, sur d'autres visions. Mais ça reste une vision mobile. Donc, mais c'est un point de vue. Et c'est une vision macro. Hein, je vais essayer de prendre du recul. Hein, quand je vous parlais de développement, c'est vraiment en général. Hein. Donc, par exemple, je ne parlerai pas de DDD, TDD, craftsmanship. Déjà, il y a des gens qui le font 1 million de fois mieux que moi. Et puis, c'est du micro, c'est des outils qui seraient éventuellement utilisés dans le cadre de ce que je vais vous dire. Voilà.
On va essayer de partir de cet exemple-là, qui n'est pas aussi détaillé que je voudrais, mais d'un petit bouton rouge. Pas un petit chaperon rouge, mais un petit bouton rouge. Juste un bouton acheter. Imaginez que votre équipe produit, lors d'une grosse opération pour l'entreprise, prévoit par exemple de faire, je ne sais pas, une réduction de 60% pendant un week-end et il faut mettre un bouton rouge acheter en bas pour mettre ça en place. Alors, il y a beaucoup de travail côté produit et puis il faut le faire. Mais il y a juste ce bouton à coder. Hein. On part de quelque chose de très simple au niveau métier. Côté produit, a priori, ça ne va pas être très compliqué. Donc, à la fin de la semaine, c'est fini. Aussi simple que ça. J'avais dit que j'aimais les gifs. Eh ben non, il ne faut pas être naïf. Ce genre de choses, ça peut prendre facilement 3 semaines, voire plus. Juste un petit bouton rouge. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, le petit bouton rouge, au niveau du code, on va partir de l'idée que le design system est déjà fait, qu'il y a déjà du code qui a été écrit, que la fonctionnalité achetée existe déjà. C'est entre guillemets que de l'assemblage. Alors, là-dessus, le code. Ah non, déjà, d'entrée de jeu, ça ne marche pas comme ça. Avant, il y a de la gestion de conf. Le code en lui-même, c'est pas si simple quand même. Il faut trouver le code du bouton rouge, le mettre au bon endroit, connecter la fonctionnalité achetée, faire des tests auto. Alors, test auto, c'est test unitaire, plus les intégrations, plus éventuellement, si vous avez la chance de faire des tests d'intégration poussée, par exemple, avec de la copie d'écran et de la comparaison d'images. La documentation et ou partage de connaissances. La code review, c'est-à-dire un autre développeur qui relit ce qu'on fait pour voir si vous n'avez pas fait trop de bêtises. La livraison en QA, parce que souvent il y a un environnement spécial pour que la QA puisse travailler. Les tests manuels par la QA. Si ça ne marche pas, on revient à l'étape 2. Donc déjà, le fait de tout faire, c'est long. Le merge, c'est-à-dire la gestion de conf, c'est ce qui vous permet, c'était le point 1 et le point 7, c'est ce qui vous permet de travailler à plusieurs développeurs en même temps. Je dis ça pour nos amis du produit. Et donc, à un moment, on tire une branche, on travaille dans son coin et après, on remet tout ça avec le travail en commun pour que ce soit prompt. Et puis après, on livre aux utilisateurs en DevOps. Donc, vous regardez, souvent, on se dit, ça ne va pas être très longtemps, ça ne va pas être très long de faire un bouton rouge. C'est que du code, ça ne prend pas longtemps. Non, ce n'est pas que du code. Le code, c'est l'étape 2, elle est très importante, mais c'est une étape 2 sur 8. Donc, une réalité, le dev, ce n'est pas du code. Je ne suis pas un putain de codeur, je suis un développeur. Je fais du code, oui, c'est une grosse partie, mais je fais la gestion de compte, des tests, de la QA, partage de connaissances, notamment en préparant des conférences entre midi et deux, du DevOps. Donc, ne parlons plus de code, mais parlons de développement. Le code, bien évidemment, tout le monde le sait, mais c'est une partie de ma conf. Il y a tous les icebergs qu'on ne voit pas trop. Alors, j'ai donné des termes qui sont les miens, qui peuvent être améliorés. N'hésitez pas à en trouver des meilleurs en commentaire. Il y a l'outillage interne. Ça concerne comment on met en place le code hors pure production. L'architecture, il y a une architecture hexagonale, et ainsi de suite. Les différentes dépendances. Quelles sont les API que vous utilisez, les librairies, ainsi de suite. Les différents outils logiciels, par exemple votre IDE. J'en parle parce que quelquefois, mettre à jour l'IDE, ça peut avoir des conséquences. Un truc tout bête qui meurt complètement sous-estimé par tout le monde. Je travaillais dans des grosses boîtes où il n'y avait aucune politique à ce niveau-là. Et l'outillage externe, alors, pardon, l'IDE est dans l'outillage externe, c'est tout le DevOps. C'est par exemple comment est-ce qu'on fait qu'on arrive à bien délivrer une version de test à l'équipe de test, comment est-ce qu'on livre bien une version de prod à la prod, et ainsi de suite. Et je parle même du matériel qui est alors ultra sous-estimé. Le fait, par exemple, j'y reviendrai en filigrane, que vous travaillez avec un PC portable de 2016 avec 8 Go de RAM et que ça rame à fond et que c'est l'enfer pour changer ces 8 Go. Je vous en mets 2-3 trucs pour discuter avec les chefs là-dessus. Une des particularités de notre métier, c'est que 90% de l'outillage est construit, configuré par les devs. Soit directement construit, soit configuré, ce qui prend beaucoup de temps par les devs. C'est un peu comme si votre artisan, quand il venait changer la plomberie, il devait construire lui-même sur place ses tournevis, ses vis, ainsi de suite. Vous imaginerez le temps que ça prend. Et puis l'humain aussi, le partage de connaissances. Voilà. Quand on a fait quelque chose, il faut s'expliquer, il faut en parler avec les autres. Voilà. Et puis la QA qui est l'humain aussi. Et puis l'organisation, tout simplement. Comment est-ce qu'on s'organise pour que du client final à la livraison, toute l'équipe s'organise bien pour que ce soit fait en temps et en heure, en qualité. Alors, trouvez le code du bouton rouge. Et il est où? Alors, souvent, ça commence d'entrée de jeu comme ça. On vous demande de faire un truc, on vous dit, mais t'inquiète pas, le code, il est là. Et je me mets dans une étape où la boîte bricole pas mal.
sauf que ça a été bricolé et que votre code, en fait, il n'est pas dans la branche développe, qui est la branche en bas, la grise. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, par exemple, là. Non, ça a été bricolé parce qu'on a déjà essayé de faire une opération spéciale il y a 3 mois avec un bouton acheter, mais c'est annulé au dernier moment, donc c'est resté dans un truc, dans la feature A, voilà, c'est là. Donc déjà, vous pouvez perdre facilement des heures pour le trouver. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois dans une boîte où c'était particulièrement bricolé, mettre 3 jours pour trouver le bon code. En plus, je n'en suis pas aperçu tout de suite, j'ai commencé à modifier le mauvais code, ainsi de suite. Donc déjà, rien que des trucs tout simples, hein, genre, il a juste à trouver le code, bah, ça peut être l'enfer. Normalement, au début, sur les 102 slides, j'avais fait un problème par étape. Sur les 8 étapes, je pourrais faire une conférence de 8 heures dessus. Trouver le code du bouton rouge. Donc là, on a trouvé dans la bonne branche le bon code, on ne s'est pas trompé, on ne passe pas 2 jours. Voilà. Mais, alors là, c'est un truc qui arrive. C'est un catastrophe 1, il y a plein de boutons rouges. Ça arrive dans du code de votre entreprise. C'est-à-dire que les développeurs ont été en mode chacun pour soi, et chaque fois qu'il y avait besoin d'un bouton rouge, alors qu'il y en a 38, chacun en a fait un. Chacun un peu différent, ainsi de suite. On prend lequel? Moi, à l'inverse, c'est beaucoup plus rare, mais ça m'est déjà arrivé, un système simplifié de gestion des éléments atomiques, de gestion graphique à l'écran. C'est-à-dire, on a fait un énorme système usine à gaz avec 39 millions de paramètres pour générer tous les éléments graphiques, du bouton aux vidéos, ainsi de suite. Bien évidemment, c'était fait dans l'urgence. Les gens n'ont pas eu le temps d'en parler. Au début, il y a des formations, on n'a pas eu le temps. Les gens sont partis entre-temps, donc il n'y a pas de doc. Donc, vous vous trouvez avec une énorme truc. Tu veux faire juste un bouton rouge et tu as 60 000 paramètres. Donc tu ne sais pas quoi faire. Le pire du pire, c'est un catastrophe 3, un best-of des 1 et 2. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 systèmes de simplifié de gestion d'éléments et plein de boutons rouges, dont un qui en fait est vert, ce qui était bricolé. Donc là, on arrive à un dilemme qui arrive rarement dans des cas aussi scandaleux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait propre? C'est-à-dire on fait un vrai système pour tous les boutons rouges bien documenté, et en 5 jours, et encore, c'est bien court, et encore, c'est dur d'estimer, et on ne parle même pas de la formation des gens, et ainsi de suite. Voilà, on ne fait pas chier, on fait un bouton rouge de plus. Ça prend 2 heures. Voilà. Il y a à peu près, il y en a, on en prend un des deux, on modifie. La bricole, c'est pire qu'on ne pense que déjà j'ai commencé à en parler, mais la bricole, c'est quand même, ça peut être une catastrophe. 1, 2, 3. Alors je peux parler de bricole et quelquefois, ce n'est pas forcément de la bricole, genre on va bricoler, on va faire ça à la MacGyver, hein, mais ça peut être qu'on ne se donne pas le temps de bien maîtriser le sujet, qu'on n'a pas le temps de faire de la qualité. Quand je parle de bricole, c'est quand on n'arrive pas pour plusieurs raisons, des raisons métiers, des raisons de pression sur le temps, des raisons techniques. On n'a pas le temps de faire un bon benchmark de 3 librairies pour faire bien les choses. On se retrouve à, entre guillemets, bricoler. Alors, des problématiques au code, c'est qu'on peut toujours bricoler. C'est toujours possible. Voilà. Et souvent, les effets sont assez dégueulasses. Pardon. On n'a pas de limite physique classique dans le logiciel. Je ne parle même pas, j'avais parlé à un moment il y a aussi des limites juridiques, ainsi de suite. On a très peu de limites, qu'elles soient physiques ou autres. Pas de modification classique. On ne peut pas modifier une mobilette pour qu'elle aille dans l'espace. On ne peut pas. Une mobilette, dès qu'on modifie un peu une mobilette, ça devient compliqué. Une mobilette, on peut lui demander, on peut dire, tiens, on peut transporter une personne, oui. 2, oui. 3, déjà, ce n'est pas légal. 4, on peut se demander si l'essieu ne va pas lâcher, ainsi de suite. Par contre, au logiciel, on peut quasiment tout le temps faire quelque chose. On peut jouer à Doom avec un test de maternité. Je le prouve. C'est vraiment un test de maternité. Le gars joue vraiment à Doom dessus. Il a même réussi à avoir une connexion Bluetooth. Bon, le résultat est catastrophique, mais dans l'absolu, on peut. Donc, faire propre, c'est beaucoup plus coûteux à court terme. Et je me rends compte pendant que je vous en parle, c'est quasiment booléen. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver un juste milieu. Soit tu fais vraiment très, très propre, soit dès que tu fais un tout petit peu moins propre, ça devient très rapidement de la bricole avec des effets assez scandaleux. Donc, faire propre, c'est 5 jours et encore. Faire court, c'est 2 heures. Déjà, les gens de la production, de l'équipe produit qui attendent un petit bouton rouge à la fin de la semaine, c'est compliqué. Alors, à très court terme, 2 heures. Il y a une autre problématique, c'est qu'à très court terme, 2 heures, c'est supérieur à 5 jours. Au niveau produit, ça ne se voit pas. Mais, alors là, c'est un des trucs fondamentaux. Faire propre, tu nettoies ton code, il est en meilleur état après qu'avant. Faire court, tu le pourris. Et un truc fondamental, c'est qu'on est un métier où quand on fait vite, en général, on pourrit l'outil de travail. C'est-à-dire que ça n'a pas des conséquences. Ça n'a pas des conséquences seulement sur ce que tu fais. C'est-à-dire que ton bouton ne marche pas très bien.
mais que les gens qui vont faire des boutons rouges dans l'avenir, ça va être compliqué. C'est une chose qui est très rarement vue par les équipes qui ne sont pas dans le dev. Côté, attention, hein, là, c'est une question, c'est pas leur métier, ils ont d'autres chats à fouetter. Je pense que aussi, sur ce qu'on voit de ce que font les autres équipes, il y a une partie immergée de l'iceberg, mais voilà. Ça sert à ça aussi, cette conférence, faire prendre compte des enjeux. La pourriture du code. Alors, c'est la bricole, mais pas que. Par exemple, ça peut être une vieille dépendance. Vous avez une bibliothèque que vous utilisez qui marche hyper bien. Je ne sais pas, moi, elle fait gagner 20 FPS quand vous jouez Elden Ring sur Shadow, sur un téléphone Android, mais elle n'est pas mise à jour depuis une éternité. Parce que c'était fait en open source par un mec tout seul que le mec est mort. Alors, elle marche hyper bien. Si tu vas la changer, tu fais comment? Et si au bout d'un moment, elle est plus compatible avec la dernière version de, je ne sais pas quel langage vous utilisez, dans le cœur de Shadow, voilà. Un exemple parmi d'autres, j'aurais mis une dizaine d'autres, mais voilà. On utilise souvent le terme de dette technique, mais je trouve que c'est très utilisé. C'est vraiment la pourriture. La dette technique, c'était vraiment utilisé à une époque où on faisait une livraison par an sur CD et que, genre, une semaine avant la livraison de CD, si tu trouvais un problème, eh ben, tu le résolvais, tu bricolais parce que tu voulais vraiment que ce soit livré et tu te disais, bah, tant pis, on mettra du temps à résoudre, mais ce sera l'année prochaine. Voilà. Je pense que paradoxalement, la meilleure métaphore, c'est comme de la viande qu'on laisse au frigo des mois. Du poulet, vous le laissez au frigo, un jour ça va, 2 jours ça va, 3 jours ça va, 4 jours. En plus, en développement, il n'y a pas de date limite de consommation. Vous pouvez toujours le faire cuire. Au bout d'un moment, il y a des vers qui apparaissent. Qu'est-ce qui t'empêche de les enlever pour les faire cuire? Ce n'est pas très éthique, mais bon, il faut faire vite. Voilà. Ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. Cette pourriture est contagieuse. Non seulement parce qu'en général, le contexte qui a fait qu'on a mal fait au début, il sera toujours là après, donc tu vas toujours pourrir. Et puis, en général, une étape en appelle une autre. Vu que tu as perdu du temps pour trouver ton code, vu qu'il n'était pas dans la bonne branche, tu vas aller plus vite, donc ça va être encore pire. Et la problématique, c'est que ça pourrit beaucoup, et quelques fois très longtemps, va en être dangereux. Et ça fait perdre du temps. La mobilette, si vous mettez 4 mecs, les cieux pètent. Tu es obligé de résoudre un problème. Voilà. Alors que nous, ça peut pourrir. Donc, la autre problématique, communication. Je vais le faire en 5 jours. Et là, les mecs, ben pourquoi? C'est plus propre, ça va être mieux. Ça ne parle pas beaucoup quand même. En général, on a des problématiques pour discuter. C'est à cause d'un point qui est très important, c'est qu'en réalité, le code est invisible ou très dur à lire, un peu comme lire la matrice. Une pièce mécanique pourrie, ça part tout de suite. Si vous arrivez, si les boutons étaient littéralement une pièce mécanique, vous pourriez dire, mais regarde, ça ne marche pas. Quand tu appuies, ça frotte, il est tout rouillé de partout. Regarde, ça la rouille par ailleurs, c'est pas bien, ainsi de suite. Et là, en 10 secondes, tout le reste de l'équipe, même d'autres développeurs, d'autres développeurs le voient. Par contre, du vieux code PHP, moi, sur le monde du code PHP, sans rien me dire, et il me faut un bon moment pour comprendre si c'est bon, pas bon, ainsi de suite. J'ai discuté avec des développeurs web, j'ai fait un peu de Node.js dernièrement, j'en ai fait un tout petit peu. Il y a des moments, le collègue me montre du code en me disant, c'est vraiment de la merde, il me montre 20 lignes de code, je mets 10 minutes pour voir où serait éventuellement le problème. Parce que moi, je code en Kotlin. Même moi qui suis développeur, qui ai 20 ans d'expérience, j'ai du mal à comprendre tout de suite. Voilà. C'est compliqué. Autre point, changer le moteur de meublette, c'est 288,03 €. Tarif de dimanche pour un moteur de 103 SP. Déboguer une app, quand tu dis par exemple, en général, si tu marches dans un système Scrum, c'est 8 points selon le poker planning. Va faire comprendre à les gens que c'est 8 points. C'est bien, c'est pas bien, c'est combien de temps, voilà. Il faut des mois, voire des années à un dev pour lire la matrice. Puisque dans une application, il y a des problématiques métiers. Si demain, vous me montriez du code Kotlin de Shadow, vu que je ne connais pas très bien le produit, j'aurais beaucoup de mal à le comprendre, par exemple. Plus, il y a peut-être du Java, plus ainsi de suite. Voilà. Il faut des années à quelqu'un pour comprendre. Et c'est très compliqué là-dessus. Après, souvent, on vous dira, mais essaye de faire un juste milieu. Genre, qualité 5 jours, rapidité 2 heures, tu fais 2 jours. Ça ne marche pas comme ça. Grosso modo, 5 jours, c'est de la qualité. Tout ce qui est au-dessous, tu vas pourrir ton code. Et un truc qui est très dur à comprendre, c'est qu'en faisant la qualité qu'on vient rapide, plus on fait de la qualité, on investit du temps, ça peut être vu comme la perte de temps parce que ça peut prendre du temps au début, qu'on va devenir plus rapide. Si on est dans un système parfait, le petit bouton rouge à prendre va être très rapide. Le code, c'est fini dans la douleur, vous y arrivez, je vais sauter des étapes, on a la queue. Ça ne marche pas du tout chez moi. Alors là, c'est pour notre pod. Les gens du produit
sont sympas. Si les tests UPass, c'est que le code fait le job. Les développeurs ont une fâcheuse tendance à vouloir tout outiller, tout mettre du code partout, ainsi de suite, et à ne pas prendre du temps pour échanger avec les autres équipes. Alors, pas tous, bien évidemment, pour voir si ça marche avec les utilisateurs. Moi, je connais des développeurs, ils ne testent même pas, ils ne lancent même pas sur leur téléphone leur appli Android. Ils font passer les tests, si ça passe, c'est bon. Un autre problème. Bon, allez, hop, on s'aperçoit qu'il y a un problème, bon, on résout le problème. Livraison. Alors, c'est là où c'est rigolo. Le paiement ne marche pas du tout en prod. C'est-à-dire que le bouton acheter, il a été fait, les gens en test l'ont testé, ou ce qui arrive dans certaines boîtes, vu que ça touche les sous, on ne peut pas tester dans l'environnement de test. Donc, c'est qu'en prod qu'on peut vraiment vérifier parce que ça ne marche pas, parce qu'on n'avait pas pensé que ce n'était pas possible de payer à cette étape. Dans l'urgence, parce que l'équipe produit aussi a de la pression, l'équipe produit a préparé un truc pour votre opération spéciale du week-end et vendre votre application à moins 60%. Ils ont voulu faire un truc hyper bien au niveau UX en limitant les étapes, sauf qu'ils sont arrivés à une étape pour payer où l'utilisateur n'était pas logué. L'utilisateur n'étant pas logué, tu ne peux rien faire et tu as perdu. Et ça, on s'en aperçoit à la fin. En général, là, ça pète dans tous les sens. On est vraiment dans ce genre de système-là. Voilà. Je le mets en boucle. Alors, on est effectivement à la moitié de la conférence. C'est à peu près ça. J'ai fait 20 minutes, c'est ça à peu près? Personne ne dit rien, donc c'est bon. Je continue. Donc, maintenant, on va passer quand même à des choses plus intéressantes. Non, maintenant qu'on a fait le constat de ce que nous avons devant nous, un beau big pill of cheat, on va essayer de décomposer déjà. Eh bien, vous pourrez dire qu'entre midi et deux, vous avez fait la philosophie. Voici Jacques Derrida, philosophe français du XXe siècle, qui a notamment introduit la notion de décomposition. J'ai un trou, je ne sais plus si c'est le terme exact, je le corrigerai éventuellement. De déconstruction, pardon. On déconstruit, par exemple, un mythe, tout ce qui est impliqué implicitement, et on voit ce qui se passe en réalité. J'ai déjà commencé, on va aller plus loin. Le mythe principal, je pense, dans le développement, c'est qu'on considère que l'équipe produit va aller jusqu'au ticket fonctionnel. Donc, j'ai un point de vue développement. Au niveau produit, c'est énormément de boulot, mais que le boulot de l'équipe commence au niveau du ticket fonctionnel, que c'est grosso modo du code, un peu de déploiement, et vous regarderez en bas à droite, qui est un peu caché, un peu de test, CI, trois fois rien. Donc, on loupe déjà plein de choses. Déjà, un des points, c'est que souvent dans les équipes, il y a un effet de silo, mais ça, c'est dans toutes les entreprises. Les équipes produits ont du mal à discuter avec les équipes de dev. Notamment, nous, on a du mal à discuter avec les équipes produits parce que c'est très compliqué d'expliquer du code, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, en réalité, il faut passer beaucoup de temps sur les outils pour se concentrer sur le code des fonctionnalités. Alors, là, on en vient à qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça se passe. Côté utilisateur, ce qui est intéressant d'abord, oui, je n'ai pas tout détaillé, on a à gauche des développeuses et des développeurs. Je m'excuse si j'ai parlé que de développeurs au masculin. C'est un métier pour tout le monde, bien évidemment. Les développeuses et développeurs font du code qui va aller sur des machines de dev, donc nos fameux PC avec 8 Go de RAM, sur un IDE. Mais c'est qu'une étape. Cet IDE va générer pour un téléphone Android ou un serveur ou un site web une application qui va être vue par l'utilisateur. Alors, l'utilisateur, ce qui l'intéresse, c'est les fonctionnalités. Il faut qu'on les code. Il y a aussi une notion de compatibilité. On a tous eu, alors nous sur Android, c'est des versions d'Android. Je discutais avec des collègues qui, eux, qui sont sur les serveurs, ça marche très bien sur le serveur Linux en telle version, Unix en telle version, mais sur la version Windows, ça ne marche pas du tout. Ça peut être des problèmes matériels, ainsi de suite. Sur le web, à une époque, le cauchemar quand il fallait mettre ça sur Internet Explorer. Ça peut être des performances, ça rame, c'est buggé. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a des problématiques, une problématique importante aussi au niveau performance, des problèmes de sécurité. Ça peut être dans les performances. Des problèmes d'outillage externe. Genre, on n'a pas réussi à livrer les QA parce qu'on a bricolé à vue de nez, ainsi de suite. Des problèmes d'outillage interne. Je rappelle que l'outillage interne, c'est tout ce qui est architecture, ainsi de suite. Même des outils que vous utilisez tous les jours, comme design pattern. Voilà. Donc, l'équipe doit faire du code. Quand je parle de l'équipe, d'ailleurs, ce n'est pas que les développeurs, c'est tout le monde. La QA, les tests, l'équipe UX, ainsi de suite. Le partage des connaissances. Alors, partage des connaissances, vous remarquerez que la dernière étape, ça a merdé parce que il y a des étapes qui ont merdé parce que les gens n'ont pas assez discuté entre eux.
Ce n'est pas que la doc. La veille, vu que votre outillage interne, externe évolue au cours du temps. Moi, à une époque, en 2 ans, je crois, Android a changé de version 23 fois. Il fallait mieux suivre. Et puis, tout ça, c'est une question d'organisation. J'ai 2 fois fonctionnalité là-bas. Parlons d'organisation, justement. Alors, comme un sourd, on fait quoi? Là, c'est une lettre au Père Noël. C'est ultra subjectif. Si ça se trouve, vous faites déjà tout chez Shadow, chapeau bas. Voilà. L'objectif, c'est quand même qu'on ait une équipe qui ait les moyens de bien faire sereinement pour donner rapidement du contenu de qualité. L'idéal, c'est que dès que l'équipe produit a une idée, on puisse la montrer à des utilisateurs et puis la tester. Si c'est bien, c'est pas bien. Si c'est pas bien, on enlève des fonctionnalités, ainsi de suite. Et on donne les moyens de le faire sereinement. C'est-à-dire que ce n'est pas « bonjour, on est jeudi, il faut absolument qu'on lit notre version spéciale avec le bouton acheter pour ce week-end, tu as 2 jours ». Qu'est-ce qui se passe si on ne se donne pas, pour des raisons X ou Y, si on ne donne pas les moyens? Alors, à court terme, c'est d'ailleurs une des grosses problématiques, c'est qu'à court terme, on donne très rapidement du contenu qualité. Si un codeur, on lui dit c'est l'urgence, il ne fait pas de test. Alors, le contenu, c'est peut-être un peu moins de qualité, mais il fait le minimum des tests. Il ne fait pas de doc, ainsi de suite, et ça va très vite. À la fin du mois, on gagne beaucoup de temps. À la fin de l'année, on ne donne plus rapidement du contenu de qualité, mais on donne rapidement du contenu, tout court. C'est déjà moins sympa. Et puis, j'ai fait une petite animation. Il y a aussi un point qui va changer, c'est qu'au bout d'un moment, les mecs, si on ne donne pas les moyens sur un an, surtout en ce moment avec le marché du travail chez les devs, on peut perdre quelqu'un. Quelqu'un qui connaissait bien comment bien bricoler, par exemple, pour livrer en staging, dans un système pour payer. Donc, après, au bout d'un moment, vu qu'il faut bricoler, tout devient plus compliqué, tout devient laborieux, ainsi de suite. On est obligé de prendre plus de gens pour faire moins bien. Et au bout d'un moment, on fait du contenu. Donc, on est passé de, si je reviens, à notre objectif avec une équipe de 3 personnes qui donnent rapidement du contenu de qualité, à un système où on donne du contenu avec 4 personnes. Donc, c'est perdant pour tout le monde à long terme. Après, il y a toujours des problématiques que toutes les boîtes ont de plus en plus dans le monde moderne, c'est la problématique du temps court et du temps long, que je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Par contre, je vais vous expliquer 2-3 trucs que j'ai appliqués, je pense qu'il serait bon d'appliquer pour améliorer les choses. D'abord, on fait un cycle de livraison. Alors, je passe rapidement, mais grosso modo, le but du jeu, c'est toute l'équipe code ce dont on a envie, mais ne fait pas que du code de fonctionnalité, et s'occupe aussi des performances, notamment avec les bugs, la compatibilité, l'outillage interne, l'outillage externe. On montre ça aux utilisateurs. S'il y a des bugs, on le voit tout de suite, on les corrige, on met les bonnes KPI. Notamment, c'est tant mieux si toute l'équipe peut voir des utilisateurs grimacer à certains moments devant l'application pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Context first, c'est je vais me tromper. Thomas Pierrin qui disait ça à une conférence. Ça dépend de la taille du projet. Si vous êtes un seul développeur, peut-être pas faire un système de CI de la mort avec 50 pages de doc. Par contre, si vous êtes 200 développeurs qui utilisent le même truc, ça vaut le coup de faire un système hyper chiadé avec des codes labs et ainsi de suite. Les besoins. On n'a pas les mêmes besoins pour le petit site web de la boîte que le cœur du métier, par exemple, un système de virtualisation de PC. Un historique. On aura beaucoup moins de problèmes si le code, si l'état de la machinerie globale marche très bien que si c'est complètement pété de partout. Et puis les appétences des uns des autres, c'est une chose qui est assez peu vue, mais il y a des gens qui aiment bien faire de la veille techno, d'autres pas, et ainsi de suite. Par exemple, il y en a qui aiment bien discuter. Alors, il faut tout mettre. Alors, ça fait un tiers fonctionnalité, un tiers performance, un tiers outillage externe, un tiers outillage interne et un tiers compatibilité. Comment faire rentrer tout ça? Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que ce qui marche, c'est que quand dans chaque cycle, tu mets un peu de tout. Toutes les boîtes qui ont essayé, que j'ai vues, qui ont essayé de se dire on se concentre sur la production la moitié du temps et puis après on corrige, ainsi de suite, ça, il y a toujours moyen que ça saute. Donc, tout ce qui est fonctionnel a une fâcheuse tendance à sauter. Donc, forcez-vous. Le plus simple, c'est au début de tout mettre. Voilà, vous mettez un tiers de fonctionnalité, un tiers de performance, un tiers d'outillage externe, un tiers d'outillage interne et un tiers de compatibilité. De façon de parler, bien sûr. Vous mettez des taux fixes au début. Je dis des chiffres au pif, vous mettez par exemple 50% de fonctionnalité, et ainsi de suite. Alors, à très court terme, ça peut faire très mal parce que si vous mettez 50% de fonctionnalité, ce qui est déjà beaucoup, si tu veux faire caser le reste, vous divisez votre taux de productivité de fonctionnalité de moitié à court terme.
Mais à long terme, vous allez gagner du temps et de l'argent. Voilà. Deux outils de mesure pour l'outillage que j'utilisais de manière un peu implicite sans même m'en rendre compte et que j'ai un peu formalisé pour vous. L'emmerde au tronc et le par-la-fenêtre au tronc. Ça attire le regard. Alors, l'emmerde au tronc. Là, c'est pour les développeurs, plutôt entre vous. C'est alors, vous pouvez faire des systèmes d'audit très compliqués avec des docs de 20 pages, tout simplement. Mais par exemple, à chaque rétro, de se dire qu'est-ce qui m'a emmerdé. J'ai codé et puis à chaque fois, on utilise telle bibliothèque, c'est nul, ça j'aime pas, hein, voilà, comme ça. Ou alors il y a d'autres points que où est-ce que j'ai perdu du temps? Toujours pour faire une version pour les gens du test. Qu'est-ce qui était laborieux? Ça va vite, mais c'est laborieux. Tiens, il faut que je fasse ça. Alors, ça prend 10 minutes, mais il y a 9 étapes. Voilà. Faites un point et faites-vous un emmerde au tronc. À chaque rétro, dire qu'est-ce qui m'a emmerdé le plus cette semaine. En général, c'est assez facile à trouver. Hein. Ce qui nous emmerde, nous les développeurs, on s'en parle tout le temps. Ça peut même être, j'ai déjà vu quelqu'un qui dit dis donc, toi, tu n'aurais pas emmerdé ce point-là, tu nous en as parlé pendant tous les délits pendant les 2 semaines. Voilà. Le par-la-fenêtre au tronc, plutôt pour la communication externe. Je l'ai dit, le code, c'est invisible. Alors, il y a un petit système. On va parler sous-sous. Qu'est-ce qu'on jette par argent comme argent par la fenêtre? Un dev à 54 kg € brut. Alors, j'ai pris un outil en ligne qui vaut ce qu'il vaut. C'est à peu près, coût total pour l'entreprise, 70 kg € par an, avec notamment les cotisations. Pas les charges, les cotisations sociales, ainsi. Je ne parle même pas du matériel, le fait d'acheter un bureau. C'est grosso modo 300 € par jour. Tout de suite, petit truc. Si je multiplie le salaire brut par 6, c'est à peu près l'idée de combien coûte un développeur par jour. 50 kg € par an, c'est à peu près 300 € par jour. 16 Go de RAM, c'est 100 €. Genre, si vous avez, quand je disais, par exemple, vous dites, tiens, on va changer la RAM et tout le monde dit, non, mais c'est compliqué, c'est chiant, ça coûte 100 € parce que ça se voit tout de suite. Ça vous fait perdre 10 minutes par jour, ça vous fait perdre 1 400 € par an. C'est bien pour communiquer. Si, moi, j'ai vu quand même des systèmes dans les entreprises où on perdait facilement un jour par semaine à cause de plein de problématiques. Ben, pour un dev, ça lui fait perdre 14 000 € par an. Ça lui fait perdre 14 000 € par an en entreprise. Voilà, à dire aux gens. Si vous avez 5 devs, ça peut faire très mal. Scrum. Alors, j'avais fait plusieurs slides sur comment s'organise entre le Scrum, le Kanban, des systèmes aussi que j'avais vu. Je crois que c'est Basecamp qui ont un système en 2 semaines de préparation, puis 6 semaines de production. Voilà. Bon. Surtout se rappeler la nuance entre l'esprit et les lois. Faites attention. L'image le montre bien. Moi, je me suis retrouvé quelques fois. À l'origine, par exemple, tout ce qu'agité, c'était pour permettre aux développeurs de travailler dans de bonnes conditions. L'outil peut facilement être transformé en outil d'oppression, je n'ai pas d'autre mot, sur les développeurs pour la mettre la pression. Faites gaffe. Ou à l'inverse, par certains développeurs pour rien. C'est plus rare, mais ça arrive. Ainsi que ça se prépare pour éviter la bricole. Et notamment, la préparation, c'est oups, on s'est planté, on ne s'est pas aperçu qu'on ne pouvait pas payer à cette étape-là du parcours utilisateur. D'expérience, et j'ai lu plusieurs fois, vaut mieux faire un prototype que tous ensemble, que l'équipe produit travaille sur des tickets. Ça peut être fait soit par l'équipe UX, rapidement avec des outils comme Figma, mais les développeurs ont aussi des outils. Et quelquefois, une après-midi de travail par un développeur pour essayer de faire un truc dégueulasse va renseigner pas mal de gens sur pas mal de choses. Des trucs tout cons, genre attention, danger, le code du bouton rouge n'est pas dispo, j'arrive pas à le mettre en liaison avec le bouton acheter. Si les gens de la QA sont là dès le début, moi j'avais travaillé avec une PM qui avait pas mal de défauts, mais elle avait une grosse qualité, c'est qu'elle faisait venir les gens de la QA dès le début. Les gens de la QA peuvent dire, vous êtes bien gentils, les gens, on ne peut pas tester le bouton payer actuellement. Ça, si on le sait au tout début du cycle, quand les gens commencent à réfléchir à l'opportunité de faire, par exemple, une opération spéciale un week-end, ça fait gagner du temps. Et si on commence tout de suite sur une base de prototype, ça va aller. Ce que je dit bien appliqué toutes les parties prenantes. Alors, un truc qu'on trouve de temps en temps sur Reddit, unpopular opinions. Moi, je pense que mieux vaut trop de réunions passer au début d'une collaboration. Je sais que pas mal de gens détestent les réunions, qu'on essaye d'être le plus rapide possible. Mais moi, j'ai fait des réunions d'équipe au début d'un projet, justement, où il y avait pourtant tout le monde à la réunion. Le daily faisait avec toute l'équipe. Mais les gens étaient juste en mode, aujourd'hui, hier, j'ai fait ça, ça va, aujourd'hui, je continue. Donc, certes, on était 10, ça prenait 10 minutes, moins quand ça se passait bien. Mais en fait, ça ne servait à rien, on n'apprenait pas. C'est le bon moment pour que quelqu'un parle et dise, ouais, je galère pour faire ça. Ça, il y a plein de signaux faibles à attraper.
Il faut vraiment des années pour qu'un déni ne prenne que quelques minutes. C'est le moment où tout le monde se connaît, où on sait qu'un tel n'est pas du matin, qu'il ne va pas nous le dire et que ce n'est pas la peine de lui demander les détails. Qu'à l'inverse, Roger est très bavard, mais que la moitié des choses qu'il dit sont totalement intéressantes, mais l'autre moitié est hyper intéressante aussi. Il faut bien se connaître là-dessus. Donc voilà. Il n'y a pas que la prod. J'ai dit 30 fois. La veille, par exemple, le partage des connaissances. Le partage des connaissances, j'avais fait plusieurs slides. C'est vraiment un dossier qui est sous-estimé, mal fait, notamment tout simplement déjà parce que la doc, par exemple, j'en reparlais, la doc, c'est un métier. La veille. Alors la veille, c'est littéralement, on regarde au loin. Combien de temps il nous reste? On est pas mal. J'ai quasiment fini, il ne reste que quelques slides. La veille, c'est vraiment la vigie. On regarde qu'est-ce qui peut se passer. C'est nous, ce qu'on fait actuellement dans ma boîte, on donne 2 heures par semaine aux développeurs hors du sprint, complètement libre. Ils font ce qu'ils veulent sur la veille. On leur demande de partager si besoin. Ils ne sont pas obligés de le faire, c'est pas obligé. Ce que je disais, il n'y en a quand même pas. Voilà. L'étude d'actifs, Code Lab, nous, c'est comme ça. Et ça alimente l'outillage pour les fonctionnalités. Un exemple, quand je dis que c'est ainsi que ça se prépare. Quand j'étais chez Deezer, j'ai travaillé sur une application qui s'appelle Audiobook, qui est une application Deezer spéciale pour l'Allemagne, pour lire des audiobooks, spécialement. C'est pas compliqué, hein. Tu as un catalogue d'audiobook, tu lis, puis tu écoutes un audiobook, comme Deezer fait écouter des albums de musique. Il y avait une problématique, c'est que les utilisateurs avaient du mal, ils ont enchaîné sur le fait qu'ils n'arrivaient pas à trouver des livres facilement. Et moi, je fais ma veille techno et Google propose un truc qui s'appelle MLKit, qui permet de faire la reconnaissance d'image hyper facilement. En 2 heures, j'avais à reconnaître du texte sur une image. Et bien, j'en ai parlé à l'équipe produit et on a fait un proto en quelques temps et à la fin, on a eu ça. On photographie littéralement un livre, Genocide, Memphis Park, ça nous trouve dans la recherche et on l'ouvre et on l'écoute. Voilà. Donc, typiquement, la veille techno, alors pour paraphraser un directeur de Coca-Cola, la moitié de la veille techno que vous faites, ça ne sert à rien, mais ça peut vous apporter beaucoup. Partage des connaissances. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vaut mieux que les développeurs soient depuis plusieurs années pour connaître la boîte, les tenants, les aboutissants, savoir qu'un tel, on ne peut pas lui parler le mardi matin, que tel truc, il faut bricoler, tel truc, ce n'est pas la peine, ainsi de suite. Que Roger va s'énerver à chaque fois que vous lui dites ça, mais qu'au final, il fera les choses de manière hyper bien. Qu'à l'inverse, lui, il est à fond dans le match, mais il faut le relancer 72 fois. Voilà, bon, qu'un tel est vachement bon pour coder, mais il ne fait jamais de thèse, ainsi de suite. Ou l'inverse, super fort pour les tests, mais des années pour un code. Doc, mais pas que. L'humain, encore plus qu'autre chose. Donc, le partage, ça peut être au délit, faire du pair programming ou pas. Des confs entre midi et deux, par exemple. Je dis ça complètement innocent. Voilà. Tout ça, c'est de l'humain, de l'humain, de l'humain, de l'humain, de l'humain. Je rappelle quand même, au final, tout ce qu'on fait, c'est des humains qui font des choses pour d'autres humains, directement ou indirectement. Grâce à vous, chères personnes de Shadow, sauf moi, je n'ai pas de compte, mais il y a des gens qui peuvent jouer à Elden Ring en ce moment sur leur PC portable qui a passé de puissance. Voilà, c'est des humains. Rappel, on n'aime pas tout faire, j'ai déjà dit. Alors, je parlé de Jürgen Klopp de Liverpool, bien évidemment, qui est un coach, par exemple, qui est vraiment dans le positif, qui n'est pas du genre tu fais ça et pas autrement. Et bien voilà, tout le monde n'aime pas tout faire. Et pour continuer la métaphore avec le football, et ben il y a des gens qui sont meilleurs en défense, d'autres en attaque, d'autres au milieu, des gens qui sont plus offensifs, d'autres qui sont plus constructeurs. Un des boulots, c'est de, si vous avez à mettre les gens là où ils aiment faire, ils vont faire du bon boulot. On est bon dans ce qu'on aime et on aime là où on est bon. Voilà, s'il y a des devs qui détestent la veille, et ben qu'ils n'en fassent pas, c'est pas obligatoire. Un peu au moins, ne perdez pas du temps là-dessus. Les défauts peuvent être des qualités. Le relance de service, ça peut être un excellent indicateur sur les loupés du système. Bien géré. Au bon moment. Si vous arrivez bien le gérer, s'il le fait pendant l'apéro, ça peut être sympa. S'il le fait chaque rétro 2 heures, c'est chiant. Voilà. Et par contre, il faut apprendre des choses. Et un dev sympa qui aide les gars, même s'il n'est pas super rapide, qui participe au truc, qui a d'autres outils, qui est là le soir quand il y a un copain qui est dans l'emmerde pour mettre une mise en prod à 22 heures. Moi, je trouve que c'est 1 million de fois plus intéressant que le codeur qui fait son ticket sans aller voir plus loin, très vite. Bref. Et puis, ouais, je finis là-dessus. Un dev qui part, s'il part avec des montagnes de savoir qui sont perdues, que gardez-les. Et pour finir, c'est là où je voulais en venir. J'ai fini. Comme dit l'excellent Docteur Who, même si je préfère David Tennant, je l'avoue, soyez gentils, soyez bienveillants.